Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire qui a pour sujet la présentation de mon travail de mémoire d'actuariat. Je veux remercier toutes les personnes qui se connectent et qui vont assister à cette présentation pendant la pause déjeuner. C'est vraiment très appréciable. Je veux remercier l'Institut des actuaires qui me donne l'occasion de présenter mes travaux et Samuel Sivy en particulier qui s'est occupé de l'organisation du webinaire. N'hésitez pas pendant la présentation à poser des questions dans le chat, même à la volée. Probablement que je vais y répondre, enfin, j'y répondrai à la fin pour pas non plus euh, trop contraindre le flow enfin, ne pas impacter le flow de la présentation. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Pierre-Olivier Goffard, je suis maître de conférence à l'Université de Lyon 1 et je suis mis à disposition cette année à l'Université de Strasbourg. Donc, je vais intervenir majoritairement dans la formation d'actuariat de l'Université de Strasbourg, le master DUAS. Et quand j'étais à Lyon, j'enseignais à l'ISPA. Et en fait, pendant ma thèse, j'ai fait une thèse CIFRE chez AXA. J'avais commencé à faire la formation continue à l'ISPA. Et j'ai poursuivi en arrivant en tant que maître de conf et j'ai pu soutenir un mémoire l'an dernier. Donc, il ne s'agit pas d'un mémoire effectué en entreprise. Donc, le sujet est relativement, enfin, est peut-être un petit peu plus théorique que ce à quoi on est habitué pour ce qui est des mémoires. Euh, c'est un projet qui a été mené dans le cadre d'une chaire de recherche sponsorisée par CNP Assurance qui s'appelle la chaire Dialogue. Donc, quel est le sujet de la présentation d'aujourd'hui? On va parler d'inférence paramétrique. On va essayer d'estimer les paramètres d'un modèle en utilisant le cadre bayésien. Et dans le cadre bayésien, on utilise très souvent des algorithmes de simulation pour inférer les valeurs des paramètres. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, on va parler d'un algorithme qui s'appelle Sequential Monte Carlo ou Monte Carlo séquentiel. Et on va appliquer ça à l'inférence des paramètres de modèles utilisés pour les pertes en assurance, donc les indemnisations. Voilà, donc c'est ça le sujet de la présentation. Donc, lorsqu'on regarde des données d'assurance, ici, ce sont des données qui proviennent d'un assureur danois sur des pertes de type incendie. Donc, lorsqu'on regarde la distribution des montants indemnisés pour des sinistres clôturés, on s'aperçoit très souvent qu'on a en fait une distribution avec beaucoup de sinistres de faible intensité et quelques sinistres dits atypiques ou extrêmes de très forte intensité. Donc, l'occurrence des sinistres de faible intensité est beaucoup plus élevée et on a une occurrence plus faible de sinistres extrêmes, mais cette occurrence est quand même significative. Ça contribue lorsqu'on regarde, on visualise la distribution, par exemple via un histogramme, à ce que en fait, l'axe des X soit beaucoup étiré vers la droite, mais que quand même l'essentiel des observations se trouve sur la gauche. Et lorsqu'on regarde la boîte à moustaches, on constate que les quartiles sont très, très rapprochés les uns des autres, mais qu'on a l'occurrence de ces valeurs extrêmes qui sont visualisées ici par des points sur la boîte à moustaches. Donc ça, c'est le graphique de droite. Donc, ça va poser des problèmes, en fait, l'occurrence de valeurs extrêmes et ce type d'échantillons, ça va poser des problèmes lorsqu'on va vouloir inférer les paramètres ou calibrer des modèles, disons, simples. Donc, typiquement, ici, je vous montre les diagrammes quantile-quantile qu'on obtient lorsqu'on calibre des modèles à deux paramètres. Donc, on imagine que les montants de sinistres, c'est des valeurs positives. Donc, on va forcément choisir des distributions qui ont un support sur R+. Donc là, on choisit par exemple la loi gamma, la loi de Weibull, la loi log normale et la loi de Pareto. Ce sont toutes des distributions à deux paramètres, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et ce qu'on constate, c'est que l'ajustement du modèle aux données n'est pas très bon. Donc les diagrammes quantile-quantile, on compare les quantiles théoriques du modèle avec les quantiles empiriques. Et un bon ajustement est caractérisé par le fait que la courbe va passer sur la première diagonale du graphique. Donc, la première diagonale, c'est ce que vous voyez en pointillé. Et les traits en feutre doivent normalement se confondre avec cette première diagonale. Et ce n'est pas du tout le cas ici. Donc, quand on a ces échantillons de montants indemnisés qui ont ces caractéristiques de beaucoup de sinistres de faible intensité, très peu de sinistres, mais de très forte intensité, on a une mauvaise adéquation des modèles paramétriques simples. Donc, on l'observe très bien ici.
Pour la loi gamma, la loi de Weibull et la loi normale, en fait, on va avoir tendance à sous-estimer de manière assez importante la queue de la distribution, alors qu'on va surestimer les quantiles d'ordre élevé pour la loi de Pareto. Donc, ce manque d'ajustement nous oblige à regarder des modèles peut-être plus sophistiqués, et c'est ce qu'on appelle des modèles composites ou des modèles de splicing. Donc ça, c'est des modèles qui sont apparus dans les littératures actuarielles au début des années 2000. Et en fait, on va construire un modèle qui va permettre de représenter bien à la fois le ventre de la distribution et la queue de la distribution. Donc à la fois la partie dite attrititionnelle de la sinistralité, donc les faibles montants et les forts montants. Donc on va avoir une densité associée à ce modèle qui va se séparer en deux. On va avoir en fait un modèle pour le ventre de la distribution, le modèle 1, et un modèle pour la queue de la distribution, le modèle 2. Dans ce modèle composite, comment on va joindre les deux morceaux? On va avoir deux paramètres. Il y a le paramètre P qu'on va appeler le paramètre de mélange et le paramètre gamma qui va être le paramètre de seuil. Donc, ce paramètre de seuil va permettre de discriminer les sinistres de faible et de forte intensité. Tout ce qui va être en dessous du paramètre gamma, c'est attrititionnel. Tout ce qui est au-dessus, on considère que c'est extrême ou atypique. Donc, ça va être ça l'objet. Et donc, le paramètre gamma, il a une grande importance en fait en pratique. Quand on étudie des données où on a des valeurs extrêmes, on cherche souvent à définir un seuil pour dire quelles sont les observations qui sont extrêmes. Donc, ça va être les observations au-delà de ce seuil. Et donc, ce modèle composite permet de modéliser l'ensemble de la distribution des sinistres en joignant deux parties, donc la partie attrititionnelle et la partie extrême, via un modèle unifié. Donc, pour le modèle 1, on va avoir pour le modèle 1 et le modèle 2, le ventre et la queue de la distribution, on va avoir aussi des paramètres. Et en plus de ça, le paramètre de mélange P et le paramètre gamma. On peut se poser des questions, l'estimation à propos de l'estimation de gamma, donc il y a un paramètre très important puisque c'est le seuil de valeurs extrêmes. Usuellement, et ce qu'on retrouve dans beaucoup de mémoires qui étudient la distribution des sinistres, dans les mémoires d'actuariat, on utilise des outils qui proviennent de la théorie des valeurs extrêmes. Dans la théorie des valeurs extrêmes, on ne s'intéresse pas forcément à quelle est la distribution pour le ventre, enfin, quelle est la distribution des faibles montants et des forts montants. On va chercher tout de suite à trouver le seuil avant de s'intéresser à la distribution des faibles montants et des forts montants. On va chercher à trouver un seuil. Et comment on va le définir, ce seuil? En fait, il y a des résultats théoriques qui montrent qu'au-delà d'un seuil, les observations doivent être distribuées suivant une loi de Pareto. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de choisir le seuil tel qu'au-delà du seuil, on a une bonne adéquation à la loi de Pareto. C'est un peu l'idée des techniques qui proviennent de la théorie des valeurs extrêmes. Et pour faire ça, on a souvent des outils graphiques. On va regarder des graphiques, par exemple, qui vont montrer l'estimation du paramètre de la loi de Pareto au cours du temps et voir quand est-ce qu'il se stabilise, par exemple. Ce sont des genres d'outils graphiques qu'on utilise et qu'on retrouve dans beaucoup de mémoires d'actuariat. Ici, avec le modèle composite, en fait, on pourrait faire une estimation dite simultanée, c'est-à-dire considérer que le seuil, c'est un paramètre comme les autres de mon modèle composite, et donc je vais prendre mon modèle composite et estimer tout en même temps. Dans la première approche, on estime d'abord le seuil et ensuite, on va s'intéresser aux paramètres du ventre et de la queue de la distribution, du modèle 1 et du modèle 2. Ici, on pourrait très bien se dire, je vais tout faire en même temps, parce que je considère que le seuil, il va être impacté par le choix des modèles pour le ventre et la queue de la distribution, ce qui paraît quelque part assez logique. Et ça me permet de faire tout simplement de l'estimation paramétrique de manière assez standard, c'est-à-dire en utilisant par exemple le maximum de vraisemblance ou en utilisant une technique bayésienne pour trouver la loi a posteriori des paramètres dont je vais parler plus tard, puisque c'est cette technique que nous, on va utiliser. On va se placer dans un cadre bayésien. Pour ce qui est des composantes du modèle, on va avoir des hypothèses paramétriques pour le ventre et la queue de la distribution. Pour le ventre de la distribution, on peut aussi prendre une hypothèse non paramétrique, c'est-à-dire supposer qu'on a vraiment beaucoup de paramètres et qu'on est très flexible sur le ventre de la distribution, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt la queue de la distribution, sur laquelle on va plutôt choisir pour le modèle 2
des modèles type théorie des valeurs extrêmes avec des distributions à queue lourde. Donc, ça va être typiquement des distributions de type loi de Pareto. Il y a des hypothèses au seuil. Vous avez vu, il y a ce paramètre gamma qui scinde le modèle en deux. Et on peut se poser des questions sur la régularité de la densité de probabilité au seuil. Et on peut supposer tout un tas d'hypothèses. On peut supposer qu'il y a discontinuité, c'est-à-dire qu'on se donne vraiment beaucoup de liberté. On peut imposer la continuité, mais ça oblige à perdre un degré de liberté parce qu'on va fixer le paramètre de mélange P. Et donc, le paramètre de mélange P va être fixé comme l'indique l'équation 1 ici. Et on peut même aller plus loin en imposant carrément la dérivabilité au seuil. Et dans ce cas-là, on va fixer carrément le paramètre gamma. Bon, dans le cadre de mon travail, moi, je me suis plutôt focalisé sur juste continuité et pas dérivabilité. J'ai aussi regardé discontinuité, mais il y a quand même pas mal d'articles dans la littérature statistique qui expliquent que la discontinuité, c'est quand même un peu étrange comme hypothèse. Mais continuité, ça paraît quelque chose de naturel à envisager. Dérivabilité, on perd encore un degré de liberté, on fixe la valeur du seuil, et donc on perd en flexibilité et donc en adéquation du modèle, donc ce n'est pas forcément très bon. En plus, il y a déjà eu une étude sur les modèles composites avec l'hypothèse de dérivabilité dans ce papier de 2019. Donc je voulais me distinguer de ça et aller sur juste étudier la continuité plutôt. Donc, quand on considère des modèles composites, donc on a augmenté le nombre de paramètres, on est plus flexible, on va avoir une meilleure adéquation aux données. Et donc là, ici, on combine gamma Pareto, Weibull et Pareto, log normal et Pareto. Là, c'est estimé avec le maximum de vraisemblance, les paramètres, avec continuité et dérivabilité au seuil. Et ben là, on a un très bon ajustement. Donc, si vous comparez par rapport à tout à l'heure, donc les diagrammes quantile-quantile. Donc là, mauvais ajustement, on n'est pas sur la première diagonale, alors qu'une fois qu'on utilise le modèle composite, on est tout de suite bien meilleur en termes d'adéquation. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire de la statistique fréquentiste, on va faire de la statistique bayésienne. Et en statistique bayésienne, l'hypothèse, c'est que le paramètre est une variable aléatoire. Et donc, on va étudier la loi de cette variable aléatoire. On va supposer qu'il y a une loi a priori qu'on a notée πθ, et on va s'intéresser à la loi du paramètre sachant les données. Et pour ça, on va utiliser la fonction de vraisemblance. On va obtenir la loi a posteriori, donc c'est la loi du paramètre sachant les données, en mettant à jour la loi a priori grâce à la fonction de vraisemblance. La fonction de vraisemblance, c'est rien d'autre que la probabilité d'obtenir les données sachant le paramètre. Donc, en fait, on a juste, pour obtenir la loi a posteriori, une application de la règle de Bayes. On a une application de la règle de Bayes. Et à partir de cette loi a posteriori, on peut par exemple prendre la moyenne. Et la moyenne a posteriori, ça va nous donner une estimation ponctuelle du paramètre. Mais l'intérêt d'avoir une distribution sur le paramètre, c'est justement de prendre en compte, de pouvoir quantifier l'incertitude autour de ce paramètre. Donc de faire des intervalles de crédibilité, qui sont l'équivalent des intervalles de confiance. Voilà, donc c'est ça l'intérêt de la statistique bayésienne. Et comme on va obtenir un objet qui est quand même beaucoup plus compliqué que juste une valeur pour le paramètre, mais qu'on a toute une distribution, ça va engendrer des problèmes de type computationnel. Donc ici, la loi a posteriori, on a le numérateur qui est bien connu. Le problème, c'est le dénominateur. Le dénominateur, en fait, c'est intégrer la fonction de vraisemblance fois la loi a priori sur l'espace des paramètres. Donc, c'est ce que j'ai noté grand θ ici. Et l'espace des paramètres, il est potentiellement de dimension assez grande. Donc, ça va poser des problèmes. Il va falloir évaluer cette intégrale et on n'est pas forcément en mesure de le faire explicitement. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'expression de la loi a posteriori à cause de cette constante de normalisation. Qu'est-ce qu'on va faire du coup pour s'affranchir de ce problème? On va utiliser des méthodes de simulation. Plutôt que de vouloir écrire la loi a posteriori explicitement, on va simuler des valeurs depuis la loi a posteriori. Ces valeurs de paramètres sont des valeurs qui sont pertinentes pour le problème. Comment on fait ça? On utilise des algorithmes qu'on appelle Monte-Carlo par chaîne de Markov ou MCMC. On va en fait construire une chaîne de Markov. Donc, les valeurs de paramètres vont être en fait la trajectoire d'une chaîne de Markov. Cette chaîne de Markov, elle est construite de telle façon à ce qu'elle converge vers la loi a posteriori. Donc, une fois qu'elle est rentrée en stationnarité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tourner notre chaîne de Markov un certain nombre de fois,
les valeurs qu'on génère sont distribuées suivant la loi a posteriori. On fait ça grâce à des techniques d'acceptation-rejet. Et je vous mets ici un exemple d'algorithme donc très simple, sans doute le plus simple qu'on puisse trouver pour faire de la simulation MCMC. Donc, on initialise une première valeur, θ0, et ensuite, on va faire une proposition à partir de cette valeur, et on va perturber cette valeur θ0 avec une loi normale. Donc, centré en θ0, perturbation avec une certaine variance, qui est le paramètre sigma ici, et cette nouvelle proposition, le θ star, qui n'est rien d'autre qu'une perturbation de la valeur précédente, on va l'accepter ou pas. Et on va l'accepter avec une certaine probabilité qui est la probabilité alpha. Dans la probabilité alpha, on a notamment le ratio, vous voyez, des vraisemblances. Vraisemblance des données avec la proposition, θ star, et vraisemblance des données avec la valeur du paramètre précédente. Si le paramètre proposé il est meilleur que le paramètre précédent, la vraisemblance va être plus grande. Donc, on va avoir tendance à accepter la nouvelle proposition. Si la valeur proposée elle est moins pertinente, moins bonne du point de vue de la vraisemblance, on va l'accepter, mais seulement avec une probabilité, avec une certaine probabilité. Donc, on a ici en fait un algorithme qui va nous envoyer vers des valeurs de paramètres où la vraisemblance est élevée. Donc, ça ressemble un petit peu à de l'optimisation en fait, de vraisemblance. D'accord ? Et théoriquement, on peut montrer que ça renvoie à peu près les mêmes types de résultats que le maximum de vraisemblance. La différence, c'est que pour le maximum de vraisemblance, on va converger vers un point, alors qu'avec cet algorithme MCMC, on va générer des valeurs pour θ et donc créer une distribution. Cette distribution, puisque elle est faite à base de valeurs de θ, ça va être une distribution empirique qui va représenter la loi a posteriori. C'est ce que vous voyez ici en bas du slide. Voilà, donc ça, c'est l'algorithme MCMC standard. On a une valeur courante, on va proposer une nouvelle valeur et on va l'accepter ou pas, suivant que cette valeur elle est meilleure ou pas pour notre problème. Donc, je vous ai fait une petite illustration. Et ce que je veux illustrer ici, c'est aussi l'impact du paramètre sigma. Donc, le paramètre sigma, c'est la variance de la loi normale qui va perturber la valeur courante du paramètre. Et c'est l'amplitude de la perturbation. Si vous avez un sigma grand, vous allez faire des grands sauts. Vous allez passer une valeur courante θ à une autre valeur qui n'aura rien à voir avec la valeur précédente. Si vous le choisissez petit, vous allez faire des petits sauts. Et donc, évidemment, ce paramètre, il est à calibrer de façon intelligente pour que l'algorithme ait des bonnes propriétés de convergence et qu'on aille qu'on aille assez vite vers la loi a posteriori qui est notre cible. Donc, dans cette première illustration, on va prendre un sigma qui est trop petit et on démarre avec une valeur de paramètre qui est aussi petite ici. Donc, qu'est-ce que c'est que ce paramètre? Donc là, on fait une estimation très simple. J'ai lancé une pièce un certain nombre de fois, je crois que c'est 150 ou 100. J'ai obtenu des observations pile et face et je veux estimer la probabilité d'obtenir pile. C'est ça le paramètre de mon modèle, c'est θ, probabilité d'obtenir pile. Donc, θ, c'est 1,5, évidemment. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pris mes données, je vais calculer la vraisemblance. Il s'agit de la vraisemblance d'un modèle de Bernoulli. Et je vais proposer des valeurs de paramètres, les θ', et si ces valeurs sont bonnes, je vais les garder ou pas. Donc évidemment, plus je vais me rapprocher de 1,5, plus ma vraisemblance va augmenter, logiquement. Et donc, plus je vais garder des valeurs de paramètres. Donc le problème, si on choisit un sigma qui est trop petit, donc j'initialise avec 0,01, donc on est très très loin de 1,5, on est très très loin de 0,5, je vais faire que des petits sauts. Et donc, je vais construire une loi a posteriori qui va être basée sur des valeurs très petites, en tout cas au début. Donc là, je vois bien que j'essaye de me rapprocher de la valeur 1,5, mais j'y vais très lentement. D'accord ? Donc, ma chaîne de Markov, elle va mettre très longtemps à rentrer en stationnarité avant d'atteindre le sweet spot qui se trouve au niveau des pointillés, qui est θ égale à 0,5. Ensuite, je peux choisir mon paramètre de perturbation plus grand. Et donc, je vais faire des grandes variations de θ. Là, dans ce cas-là, je ne vais pas accepter beaucoup de valeurs de paramètres. Bon, je vais en accepter certaines et elles peuvent être assez pertinentes, assez proches de la vérité. Et vous voyez que là, je suis en train de balayer l'intervalle 0,1 et j'accepte très, très peu de valeurs. Donc là, sur mes 100 itérations, mon taux d'acceptation, c'est 7%. Donc, c'est très peu.
J'ai convergé vers, enfin, je n'ai pas convergé encore hein, normalement, mais ce que j'obtiens après 100 itérations, c'est un truc comme ça, où, bon, certes, j'ai en fait conservé beaucoup les mêmes valeurs, hein, donc ça a forcément donné un histogramme assez étroit, mais qui se focalise en fait sur une valeur qui est un peu à côté de la vérité. D'accord? On n'est pas sur le paramètre 1,5, on est sur un truc un peu à côté. Très bien. Maintenant, si mon sigma il est comme il faut, eh ben, je vais converger assez vite vers la vérité. Puis voilà, je vais rester au niveau des valeurs du paramètre qui sont intéressantes et je vais construire comme ça ma loi a posteriori autour de mon paramètre. Et même après, sans itération, j'ai quand même une loi a posteriori qui me paraît assez informative. D'accord? La loi a priori, à noter que la loi a priori, c'était j'ai pris une loi uniforme sur 0,1, vraiment non informatif. Voilà. Vous constatez ici que l'acceptation, c'est 67%. En fait, c'est une des façons de faire pour calibrer le paramètre sigma, c'est de cibler un taux d'acceptation. Ce taux d'acceptation cible, ou qui est bon, il dépend en fait de la dimension du problème. Là, on a une dimension qui est 1, et donc 66%, c'est bien comme taux d'acceptation. Si vous augmentez la dimension, si vous avez plus qu'un paramètre, le taux d'acceptation cible, il va être plus petit. Typiquement, à partir de, je crois que dimension 6, c'est 0,234 et ça ne bouge plus. Voilà, donc après, on est sur du 23% de taux d'acceptation et on va chercher à trouver le sigma, calibrer le sigma pour que... on va calibrer le sigma pour qu'on se... on va calibrer le sigma de façon à avoir ce taux d'acceptation cible. Voilà. Donc, on poursuit. Donc, ça, c'était la calibration d'un modèle en stade bayésienne. Donc, on va obtenir la loi a posteriori du paramètre. Moi, j'ai aussi envie de parler de sélection de modèles. On peut avoir plein de modèles possibles pour nos montants de sinistres. Et donc, je veux aussi une méthode pour choisir le modèle. Et en bayésien, ça se passe à peu près de la même façon que pour la calibration. On a plusieurs modèles en compétition. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être de calculer une probabilité a posteriori que chacun des modèles ait généré les données. En gros, c'est ça qu'on essaye de calculer. Et on va procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on va calculer la probabilité que le modèle I soit le bon, sachant les données, en regardant la probabilité d'obtenir les données, sachant le modèle I, et multiplié par la loi a priori du modèle I. Donc, la probabilité a priori que le modèle I soit le bon. Donc, si on part du principe qu'on ne sait rien, on peut considérer que tous les modèles sont équiprobables et du coup, mettre à jour cet a priori vague via les données. Donc, la probabilité de X sachant le modèle I, en fait, il faut calculer la constante de normalisation, puisqu'on va l'obtenir en intégrant sur l'espace des paramètres du modèle I. Donc, c'est exactement la constante de normalisation qu'on a réussi à ne pas évaluer tout à l'heure. Si j'ai oublié de commenter cet aspect-là de l'algo. Dans la probabilité d'acceptation ici, le ratio, en fait, on voyait qu'on n'a pas la constante de normalisation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'en a pas besoin en fait. Mais quand on va vouloir faire de la sélection de modèles et calculer des probabilités a posteriori pour chaque modèle, là, on va avoir besoin de la constante de normalisation puisqu'elle se situe ici, c'est la probabilité de X sachant le modèle I. Donc, on va être obligé, là, cette fois, si on veut faire de la sélection de modèles, de donner une approximation de cette constante de normalisation, ce qui explique en partie pourquoi on ne peut pas, dans mon problème, utiliser l'algorithme MCMC standard parce qu'il ne nous donne pas accès à cette constante de normalisation et ne nous permet pas de faire la sélection de modèles. On peut calibrer tous les modèles, par contre, on ne peut pas les comparer entre eux. Une fois qu'on a calculé imaginons qu'on a réussi à calculer cette constante de normalisation et qu'on la plug dans notre probabilité a posteriori pour chaque modèle. Comment on fait pour sélectionner un modèle? C'est très simple, on va prendre le modèle qui maximise la probabilité a posteriori, donc celui qui a une plus grande probabilité d'avoir généré les données. Mais on peut aussi utiliser ces probabilités a posteriori pour combiner les modèles. Si on a une quantité d'intérêt qu'on cherche à estimer, on a une estimation qui est associée à chaque modèle et on va vouloir combiner ces estimations et on peut les pondérer par la probabilité a posteriori de chaque modèle.
Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser ces probabilités a posteriori. Donc, c'est très intéressant, évidemment, puisque c'est une bonne réponse au risque de modèle. On ne veut pas choisir un modèle au risque de se tromper, on va vouloir plutôt essayer de les combiner entre eux. Comment on va calculer cette constante de normalisation? On va faire de l'échantillonnage préférentiel. L'échantillonnage préférentiel, ça consiste en quoi? On a une loi suivant laquelle on souhaite échantillonner, qui est la loi ici a posteriori. Et on va en fait simuler des valeurs depuis une loi de proposition G qui va avoir le même support que la loi a posteriori. Et on va donner une estimation de Monte-Carlo. Ce que vous voyez ici dans l'identité d'échantillonnage préférentiel, c'est qu'on va calculer des ratios entre la loi a posteriori et la loi de proposition. On va quand même éjecter la constante de normalisation qu'on ne connaît pas en dehors de l'intégrale. Et en fait, on se rend compte que l'espérance d'une fonction sous la loi a posteriori, c'est la même que l'espérance d'une fonction fois le ratio entre loi a posteriori et fonction G sous la loi de G, et non plus la loi a posteriori. Donc, ça, c'est très bien. Une fois qu'on a noté ça, on va prendre phi comme étant égal à 1 tout le temps. Et dans ce cas-là, on a simplement la constante de normalisation qui est donnée par l'espérance sous G des poids W, qui sont le ratio entre la loi a posteriori sans la constante de normalisation sur G. Donc, on est capable de les calculer, ces W. Et donc, on va pouvoir, en simulant des valeurs suivant G, calculer la constante de normalisation. Donc ça, c'est intéressant. Le problème de l'échantillonnage préférentiel, très souvent, c'est de choisir cette distribution G. Il faut ici qu'on la choisisse de façon à ce qu'elle ressemble à la loi a posteriori. Mais on ne connaît pas la loi a posteriori, on ne connaît pas la constante de normalisation. Donc, c'est difficile. C'est là qu'intervient l'échantillonnage de Monte-Carlo séquentiel. En fait, au lieu d'avoir une seule loi de proposition, on va créer une suite de distributions intermédiaires en commençant par quelque chose qui ne ressemble pas du tout à la loi a posteriori, qui va être la loi a priori, et on va créer une suite de distributions intermédiaires qui va, pour la dernière itération, correspondre exactement à la loi a posteriori. Et on va récupérer les poids d'échantillonnage préférentiel à chaque itération pour évaluer la constante de normalisation. OK, donc l'algorithme, il fonctionne comment? Donc, dans l'algorithme de Monte-Carlo séquentiel, on a pour chaque distribution intermédiaire un nuage de particules. Donc, les nuages de particules, c'est ce que vous voyez ici entre parenthèses. On a des valeurs de paramètres, les θ, associées à une génération S. Donc, la génération 0, c'est celle qui correspond à des particules générées suivant la loi a priori. Et on a des poids associés à chaque particule, les W. Donc, ça nous fait... on peut représenter chaque distribution intermédiaire par une distribution empirique avec des observations pondérées. Ce qu'on va faire pour passer d'une distribution à l'autre, on va essayer de sélectionner les bonnes particules de la génération précédente pour aller cibler la distribution d'après. Pour faire ça, on va créer des nouveaux poids, des W, en regardant quelles sont les particules qui sont pertinentes pour la distribution suivante. On va le faire de façon à aussi s'assurer que le nuage de particules ne se concentre pas sur une seule ou quelques particules. On veut qu'il y ait des poids bien répartis sur l'ensemble des particules. Donc, il y a une condition ici qui nous dit que, alors, grand N, c'est la population de particules. ESS, c'est effective sample size, ou taille d'échantillon effectif. En fait, pour un échantillon où toutes les observations ont le même poids, l'effective sample size, c'est la taille de l'échantillon, c'est N. Si jamais les poids se focalisent sur une seule particule, l'effective sample size, ça devient 1. Donc, en fait, l'effective sample size, c'est une quantité entre 1 et la taille de l'échantillon. Si c'est proche de 1, ça veut dire que les poids se concentrent sur un petit nombre de particules, alors que si vous avez quelque chose proche de N, ça veut dire que les poids se répartissent bien sur l'ensemble des particules. Ici, on veut avoir un compromis et on veut s'assurer que cette taille d'échantillon effectif soit au-dessus d'un seuil. Et en général, c'est taille de la population sur 2. Donc, ρ ici égale à 1,5. Donc, ça, c'est la première phase de repondération. Et en fait, on va choisir la distribution cible S plus 1 de façon à ce que la taille d'échantillon effectif soit supérieure à la taille de population sur 2.
Ensuite, on va utiliser ces poids pour sélectionner parmi les anciennes particules. On va sélectionner certaines particules qui sont intéressantes et on va utiliser donc les poids qu'on vient de calculer. Ensuite, on va faire une étape de perturbation, donc l'étape 3, move. Pour chaque particule, on va perturber la particule. Et on va faire exactement des étapes MCMC. Donc pour chaque particule, on va appliquer un bruit gaussien ou plusieurs bruits gaussiens et accepter ou pas les nouvelles propositions. Et ensuite, on remet tous les poids à 1 sur n. Donc, on va faire ces étapes-là un certain nombre de fois jusqu'à ce que l'algorithme converge et qu'on simule finalement suivant la loi a posteriori. Une fois qu'on arrive à la fin, on a simulé des valeurs de particules qui sont distribuées suivant la loi a posteriori, qui vont nous servir à la calibration du modèle. Et en récupérant les poids à chaque itération, on va pouvoir approcher la constante de normalisation. Donc pour comprendre pourquoi c'est cette expression, il faut faire des petits calculs. Voilà, donc ça, c'est l'échantillonnage de Monte-Carlo séquentiel. C'est un algorithme de type MCMC, mais qui permet à la fois de calibrer le modèle et de calculer la constante de normalisation en bonus. Donc, de faire de la sélection de modèles en calculant la probabilité a posteriori de chaque modèle. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que moi, j'ai travaillé là-dessus dans le cadre de mon mémoire parce que j'avais pour objectif de faire de la comparaison et de la sélection de modèles. Donc, il y a un autre truc qui est intéressant dans l'algorithme, ici, je l'ai mis en rouge, c'est la perturbation. Vous vous rappelez le paramètre sigma qu'on a regardé tout à l'heure quand il était trop petit, trop grand. Là, on peut le calibrer à la volée. Pour chaque itération, chaque génération, on va avoir un nouveau paramètre sigma. Et en fait, on va se servir du nuage de particules pour inférer le sigma. Et on va prendre la matrice de variance-covariance du nuage de particules. Parce qu'en fait, ce sigma, si on veut bien le choisir, il faut qu'il représente en fait, la matrice de variance-covariance de la distribution a posteriori. Donc, ça, quand on se lance dans un MCMC, on ne le connaît pas, en fait, puisqu'on ne connaît pas la loi a posteriori. Mais ici, vu qu'on est en train d'apprendre progressivement qu'est-ce que c'est que la loi a posteriori, eh ben, on peut créer des sigmas qui vont être de plus en plus pertinents, et en particulier celui de la dernière itération. Donc, je ne vous ai pas dit comment on définissait ces distributions intermédiaires. En fait, il y a deux façons de faire, soit le recuit simulé, ou simulated annealing, ou les données par paquet. Donc, dans le recuit simulé, on va créer une suite de températures et on va sanctionner la vraisemblance de cette température. Donc, on démarre avec une température égale à 0 pour que la première distribution, ce soit la loi a priori. Et on veut que la dernière température, ce soit 1. Comme ça, on a la loi a posteriori lors de la dernière itération. Pour les données par paquet, on va inclure les données au fur et à mesure. Donc, on va augmenter la taille de l'échantillon qu'on prend en compte pour calculer notre loi a posteriori. On démarre avec 0 données. N0, c'est 0. Ça veut dire que la première distribution, c'est aussi la loi a priori. Et on termine à la dernière itération avec toutes les données. Et donc, on a bien, dans la dernière itération, la loi a posteriori qu'on cible. Voilà. C'est les deux façons de faire. Moi, j'ai utilisé plutôt Simulated Annealing parce que je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus vite et que ça rendait l'algorithme était plus efficace. Mais bon, ça dépend des applications et des problèmes qu'on considère. Moi, dans mon problème, en l'occurrence, plutôt recuit simulé que données par paquet. Donc, une petite illustration, si vous prenez des données qui sont distribuées sur une loi exponentielle et que vous prenez un a priori sur le paramètre de la loi exponentielle qui est gamma, c'est un modèle dit conjugué. On connaît exactement la loi a posteriori. C'est une loi gamma. Et donc, on connaît la constante de normalisation pour ce modèle en particulier. Donc, ici, vous avez la convergence des nuages de particules. Donc, à la génération 0, c'est la loi a priori. Et vous voyez qu'après génération 1, 2 et 3, on s'est rapproché de la vraie valeur du paramètre en pointillé avec une loi a posteriori qui se centre autour de la vraie valeur du paramètre. Donc, c'est ce qu'on veut. Et quand on regarde des estimations de la constante de normalisation, on est d'autant meilleur qu'on augmente la taille de la population de particules, ce qui est tout à fait logique. En fait, c'est une estimation de Monte-Carlo. Donc, plus vous faites de réplication, plus vous allez être précis. Et donc, c'est ce qui se passe ici. On obtient des constantes de normalisation qui sont peu ou prou les mêmes, que ce soit recuit simulé ou données par paquet. Et on va, en augmentant le nombre de particules, la taille de la population ici, par exemple, c'est 5000, 2000 ou 500, on va avoir une meilleure précision. Bien entendu, ça, c'est au détriment du temps de calcul. Si vous augmentez le nombre de particules, vous allez augmenter le temps de calcul.
une des facettes intéressantes de l'algorithme de Monte-Carlo séquentiel par rapport à MCMC. MCMC, vous créez en fait une chaîne de Markov très très longue, d'accord, une trajectoire très très longue, et vous ne pouvez pas paralléliser ce truc parce que vous avez besoin de la valeur précédente à chaque fois. Ici, on a un nuage de particules et on va perturber chaque particule, mais de manière indépendante. Et donc, on peut paralléliser cette phase de perturbation des particules. Et donc, améliorer les temps de calcul pour peu qu'on ait accès à un serveur de calcul avec beaucoup de cœurs, mais même des ordinateurs tels que votre laptop, qui a probablement 4 cœurs, vous allez pouvoir aussi vous paralléliser. Voilà. Donc ça, c'est un intérêt de cet algorithme SMC. Très bien. Je vous ai parlé de combinaison des modèles, donc je reviens dessus. Ici, on a une quantité d'intérêt qu'on veut estimer. Donc, par exemple, dans le cadre de la distribution des pertes, on peut être intéressé par des quantiles. Quantile à 95 ou à 99%. Pour chaque modèle, on va avoir une estimation de ce quantile, le delta chapeau J. Et on va utiliser les probabilités a posteriori de chaque modèle pour combiner les estimations. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Bayesian Model Averaging, qui peut se faire que si on a calculé les probabilités a posteriori. C'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps en statistique. Donc, il y a un papier ici de 99 qui fait un peu un survey et qui explique les techniques. C'est beaucoup utilisé en prédiction et en machine learning, ces techniques de combinaison d'estimateurs. Donc, dans mon travail, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris plein de modèles composites. D'accord? Donc, c'est des modèles pour la distribution des pertes qui vont me permettre de combiner deux modèles, un pour le ventre de la distribution, l'autre pour la queue de la distribution. Ici, vous avez la liste de tous les modèles que vous pouvez choisir pour le ventre et la queue de la distribution. Donc, vous avez des modèles à queue plutôt légère, exponentielle, gamma, des choses avec des queues plus lourdes. Donc, c'est Pareto et c'est des distributions de type Beurre, Lomax, log logistique qui ont des queues de distribution très lourdes. Voilà, donc on peut créer comme ça plein de modèles composites en combinant les différents modèles. Et j'ai écrit un package en Python qui permet de faire le travail. Et donc, je vous ai préparé une petite illustration. Donc, j'espère que vous visualisez un peu le truc. Et donc là, on est sur la console. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on importe le package. Il s'appelle Bayes Splicing. On va importer aussi NumPy. Donc, ça, c'est une librairie Python qui permet de faire du calcul vectorisé. On va importer Matplotlib qui permet de faire des graphiques. Donc, c'est ce qui se passe quand on fait import, etc. On va définir le modèle 1 et le modèle 2. Donc, ici, le modèle 1, pour le ventre de la distribution, c'est une loi exponentielle. Pour le modèle 2, la queue de la distribution, c'est une loi de Pareto, avec donc un paramètre chacun. On va combiner ces deux modèles en utilisant la fonction spliced last model. Et donc, on va mettre F1 et F2 ensemble. Et on va supposer qu'il y a continuité au seuil, d'où l'écriture de continuous ici. On va générer des fausses données ici, suivant le modèle. Donc, on génère des données via la fonction sample. Et on a le paramètre pour la loi exponentielle, c'est 1,5. Paramètre pour la loi de Pareto, 3,5. Paramètre de seuil, c'est 2. Donc, au-delà de 2, on considère que les observations sont extrêmes. Et on génère 200 points de données. Voici l'histogramme des données. Ça ressemble un petit peu à une distribution de montant de sinistre en assurance. Forte occurrence de sinistres de faible intensité. Faible occurrence, mais non négligeable, de sinistres de forte intensité. Donc, voilà notre histogramme. Donc, ça, c'est les données. Et on va se servir de ces données pour calibrer le modèle. Donc là, c'est une étude de simulation. J'ai simulé des données. Maintenant, je vais essayer de calibrer le modèle qui a généré les données pour vérifier que je retombe bien sur les paramètres que j'ai utilisés au départ. Donc, c'est pour vérifier en fait la consistance de l'estimation. Donc, j'ai des lois a priori pour chacun des paramètres. Je vais mettre des a priori gamma. C'est des paramètres qui sont tous positifs. Donc, la loi gamma, ça paraît être une bonne idée. Ensuite, je vais combiner ces lois a priori ensemble, puisqu'il faut une loi a priori jointe pour les trois paramètres, et on va les supposer indépendantes. Ensuite, je vais utiliser ma fonction sequential Monte Carlo. Donc, cette fonction sequential Monte Carlo va me renvoyer des valeurs de paramètres qui vont être stockées dans trace, la valeur de la constante de normalisation stockée dans log marge. Donc, ça, c'est pour vraisemblance marginale, enfin log de la vraisemblance marginale. C'est l'autre nom pour la constante de normalisation. Et on a deux critères d'information qui correspondent à des BIC, AIC en bayésien, donc le DIC et le WAIC.
Voilà, c'est ce que calcule cette fonction SMC, nous renvoie des valeurs de paramètres, constantes de normalisation et critères d'information pour comparer l'ajustement du modèle aux données. D'accord? Donc ici, on a la fonction SMC, on prend les données, on prend le modèle que l'on souhaite fitter et le nombre de particules dans les nuages, donc là, il y en a 2000, et la loi a priori pour nos paramètres. Donc voilà, on lance l'algo et on a une première génération de particules qui est générée suivant la loi a priori. On a la génération 1 qui est générée, on a choisi une température, vous voyez qu'elle est à 0,05. On regarde toujours l'effectif sample size pour vérifier qu'il n'est pas trop petit. Donc, c'est bien n sur 2, 2000 divisé par 2, bon là c'est 999. Le nombre de pas qu'on fait, c'est le nombre de perturbations de type MCMC sur chaque particule. Et on veut vérifier que le nuage est bien perturbé, c'est-à-dire on regarde si on a bien perturbé l'ensemble des particules du nuage. Là, en l'occurrence, on a 99% des particules qui ont été perturbées. Donc, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Voilà, donc ça s'est accéléré un petit peu ici. Et on a fait du coup 5 générations avant d'arriver à la température 1, où on simule suivant la loi a posteriori. Et puis, on est content. Donc, maintenant, on va regarder un peu nos résultats. On va commencer par regarder les valeurs successives de paramètres qu'on obtient. Donc, il faut que ça ressemble à une série temporelle stationnaire. Donc, c'est le cas ici. C'est des valeurs donc, pour le paramètre de la loi exponentielle, pour le paramètre de la loi de Pareto, pour le paramètre de seuil. Donc, c'est les 3 paramètres de notre modèle composite. Maintenant, est-ce que ces paramètres sont proches des vraies valeurs? La réponse, c'est oui. D'accord? On a bien convergé vers les vraies valeurs des paramètres. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Et c'est logique, en fait, qu'on obtienne ça. Maintenant, si on regarde l'ajustement au modèle, grâce à un diagramme quantile-quantile, on s'aperçoit que l'ajustement, il n'est pas trop mauvais. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme quantile-quantile. On a bien un ajustement aux données qui est bon à la fois dans le ventre et la queue de la distribution. Voilà, donc ma petite démonstration s'achève. Donc, on a un package, Bayes splicing, que j'espère facile à utiliser, qui permet de faire l'ajustement des différents modèles. Maintenant, je vais vous parler de l'application en assurance. Il faut que j'accélère un peu parce que là, j'ai l'impression que je perds trop de temps. Donc, l'application en assurance, donc assez simple, hein, mais en même temps assez abstrait et théorique peut-être pour des praticiens comme vous. Alors, sur une période d'exercice, on considère qu'on a un nombre de sinistres grand N qui est aléatoire et des montants de sinistres XI. Donc, associé à chaque sinistre, il y a un montant de sinistre. On considère la somme de tous ces sinistres. Donc, c'est le risque de mon portefeuille d'assurance, de mon portefeuille de contrat d'assurance sur une période d'exercice donnée, par exemple un mois ou un an. On ne connaît pas la distribution de grand S parce que en fait, c'est une variable aléatoire qui est un petit peu compliquée. Ce qui nous intéresse en fait, dans la distribution de grand S, c'est souvent des quantiles qu'on appelle value at risk, qui nous permettent de faire de l'allocation de capital de solvabilité. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Il se trouve que les quantiles d'ordre élevé de grand S, ils vont être extrêmement influencés par les valeurs extrêmes des montants de sinistres, des XI. Donc, on va avoir besoin de bien modéliser la queue de distribution des montants de sinistres, donc en utilisant par exemple un modèle composite. On sait qu'en assurance, on peut transférer une partie du risque à un réassureur. Et donc, notre sinistralité S se scinde en deux. On a la partie qui va aller au réassureur, R, et la partie qui reste pour la compagnie d'assurance, D. Ça va engendrer bien sûr une division des primes d'assurance, pi, qui sont récoltées par la compagnie d'assurance. Il y en a une partie qui va aller au réassureur et une autre partie qui va rester à la compagnie d'assurance. En assurance non-vie, un traité assez classique de réassurance, c'est le traité excess of loss, où pour chaque perte, pour chaque sinistre indemnisé, la compagnie de réassurance va prendre à sa charge ce qui va excéder la priorité P dans la limite L. Donc ça, c'est assez standard. Ça nous permet d'écrire explicitement c'est quoi la part de la sinistralité prise en charge par l'assureur et le réassureur, R et D. On n'est toujours pas capable en fait, d'écrire la distribution de probabilité de ces deux quantités, puisqu'on a cette distribution composée avec un nombre de sinistres qui est aléatoire. Donc, c'est compliqué. Maintenant, ici, on s'imagine qu'on a inféré le paramètre pour la fréquence des sinistres. On imagine que c'est une loi de Poisson avec un paramètre lambda et qu'on a inféré les paramètres pour les montants de sinistres. C'est les θ. Donc, ça, c'est pour un modèle composite. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à la réserve qui va permettre de rester solvable. Donc, on va regarder
quelles sont les pertes et profits de l'assureur. Donc, on va regarder en fait les primes conservées par l'assureur moins ce qu'il doit payer. D'accord? Et on veut que ça, ce soit positif. Pour que ce soit positif, on va rajouter une réserve U. Donc, on veut que cette réserve U soit calibrée de telle façon à ce qu'on soit solvable avec une probabilité alpha. Ou qu'on ne soit pas solvable avec une probabilité alpha qui est petite. On va calculer les primes en utilisant l'intégration numérique. On va regarder la distribution des pertes et profits en utilisant des simulations de Monte-Carlo. Et c'est ce que vous voyez ici, en fait. C'est un des différents scénarios pour les pertes et profits. On a quand même plus souvent des profits positifs, puisque les primes vont dominer les sinistres en moyenne. Mais quand on va dans les pertes, eh ben, on peut aller très, très loin dans les pertes à cause des valeurs extrêmes de la distribution des sinistres. On a besoin de bien modéliser à la fois les sinistres modérés et les sinistres élevés parce qu'on veut être à la fois bon sur l'estimation de la prime et sur l'estimation des valeurs extrêmes. Et c'est ça qui est intéressant dans cette application, qui est spécifique un peu à l'assurance. En statistique, soit on s'intéresse aux observations du ventre de la distribution, on jette les valeurs extrêmes, soit on s'intéresse qu'aux valeurs extrêmes. Nous, on s'intéresse aux deux éléments, aux deux types d'observations parce qu'on en a besoin pour faire la gestion des risques. C'est ça le point d'utiliser les modèles composites. Donc, j'ai fait une petite étude de simulation où j'ai simulé des données depuis un modèle composite donné. Donc ici, c'est Weibull Lomax. J'ai fait ces simulations 1000 fois et j'ai testé plusieurs tailles d'échantillons. Je vais calibrer sur la base de ces données différents modèles composites qui sont basés sur Weibull, inverse Weibull pour le ventre de la distribution, Lomax, log logistique, inverse Weibull pour la queue de la distribution. Ça veut dire qu'il y a un de mes modèles composites parmi les 6 qui est le vrai modèle. Et je souhaite que mes probabilités a posteriori de chaque modèle convergent vers le vrai modèle. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Quand vous augmentez, donc il y a 4 box plots pour chaque modèle, c'est en augmentant la taille de l'échantillon. Et on constate que la probabilité a posteriori pour le modèle Weibull Lomax qui a généré les données converge vers 1. Donc, c'est ce qu'on veut. On va sélectionner le vrai modèle en utilisant l'algorithme avec la taille de l'échantillon qui augmente. On peut regarder aussi l'estimation du quantile à 0,5%, donc du profil, des pertes et profits dont j'ai parlé précédemment. Et on constate que Weibull Lomax, qui est le vrai modèle, ça donne des très bons résultats. On est très proche de la vraie valeur du quantile. On est aussi assez proche pour Weibull log logistique et Weibull inverse Weibull, ils sont quand même pas si mauvais. Et on arrive aussi à raccrocher le vrai modèle lorsqu'on fait du Bayesian model averaging, donc quand on combine les différents modèles, ou quand on choisit le meilleur modèle, c'est-à-dire celui qui maximise la probabilité a posteriori. Ça, c'est un cas d'application où le modèle est bien spécifié. On a le vrai modèle parmi la liste des modèles. Si vous avez un modèle qui n'est pas dans la liste, c'est le cas mal spécifié, qui est le cas intéressant en pratique. En général, on ne sait pas quel est le modèle qui a généré les données et on ne risque pas de l'avoir dans notre liste de modèles en compétition. Donc là, c'est ce que je considère ici. Je génère des données suivant un modèle exponentiel Burr. Et je reprends exactement les mêmes modèles que tout à l'heure qui ne comprennent pas, la liste ne comprend pas le vrai modèle. Et je vais regarder ce que ça donne. Là, les résultats ils sont un petit peu plus nuancés. L'algorithme hésite entre plusieurs modèles. Il hésite fortement, il semble, entre Weibull log logistique et Weibull Lomax. C'est logique parce que la loi exponentielle, c'est un cas particulier de la loi de Weibull et la loi de Burr, la log logistique et Lomax sont des cas particuliers de Burr. Donc, c'est pour ça qu'on a cette hésitation ici entre les deux modèles. Pour l'estimation des quantiles, on se rend compte que ces deux modèles donnent des bons résultats. Et on arrive quand même à avoir des meilleurs résultats lorsqu'on combine les différents modèles ou lorsqu'on sélectionne le meilleur modèle. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite pour une technique de sélection de modèles. C'est ce qu'on veut, arriver à prendre le moins mauvais finalement. OK, donc j'ai aussi une application sur les données danoises, mais peut-être que je vais skipper ça. Du coup, le package il permet de fitter plein de modèles composites. Donc, je peux appliquer ça sur mes données d'assurance danoise dont j'ai parlé au départ et regarder quel est le meilleur modèle. Ici, la taille des points dépend de la probabilité a posteriori de chaque modèle. Il y a un modèle qui ressort, c'est le Weibull log logistique. Et donc, je le visualise très bien ici. J'ai fait tourner mon algo pour tous les modèles ici et sur mes données danoises. Ça a pris un certain temps quand même. Je peux aussi regarder les seuils. Donc, pour chaque modèle, j'ai des valeurs de seuil, des valeurs extrêmes différentes. Voilà, donc je vais avoir un gros impact de la valeur du seuil, sur la valeur du seuil, du fait du choix des modèles pour le ventre et la queue de la distribution. Je vais passer à la conclusion, parce que bon,
sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans ce travail? On a implémenté un algorithme de type Monte Carlo séquentiel pour calibrer des modèles composites et choisir le meilleur modèle composite au vu des données. C'était ça l'objectif. Le papier, enfin le travail du mémoire, il a été repris de façon à pouvoir publier un article qui va paraître dans le Scandinavian Actual Journal. Et je vous conseille, si vous avez été intéressé par la présentation, etc., de plutôt consulter le papier de recherche qui est beaucoup plus complet et avec beaucoup plus d'analyse. Enfin, je dirais que le mémoire, il est très didactique et pédagogique. Le papier de recherche, il est peut-être un petit peu plus abrupt à lire, mais il va plus loin. Voilà. En gros, c'est ça. On peut penser à différentes perspectives de recherche, améliorer la méthodologie, donc changer un peu l'algorithme, faire de la validation croisée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Une autre perspective qui est intéressante, c'est dans l'estimation des quantiles. Quand on utilise la vraisemblance, on estime assez mal les quantiles d'ordre élevé. Pourquoi? Parce que la vraisemblance a tendance à se focaliser sur le ventre de la distribution où il y a beaucoup plus d'observations. Donc, on pourrait penser à transiter de la vraisemblance vers quelque chose d'autre, par exemple un estimateur de distance minimale. Donc, on pourrait très bien essayer de choisir la valeur du paramètre qui minimise une distance entre les quantiles pour obtenir des diagrammes quantile-quantile qui soient jolis. C'est typiquement l'utilisation de la distance de Wasserstein, ça. Donc, on utilise la distance de Wasserstein quand on est en dimension 1. On va en fait regarder des distances entre les quantiles. Pour avoir une approche bayésienne, on peut utiliser d'autres algorithmes qu'on appelle Approximate Bayesian Computation qui vont nous donner des lois a posteriori basées sur des estimateurs de distance minimale plutôt que sur la vraisemblance. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vous remercie encore de votre attention et d'avoir passé la pause déjeuner à m'écouter. Je suis vraiment très content et je suis assez surpris du nombre de participants, je dois dire, 100 personnes, c'est très impressionnant. Et du coup, je vais essayer de prendre pour le reste de la session les questions. Alors, j'avais une première question. La présentation sera partagée, bien sûr, à la suite de la présentation. Alors, j'ai une première question de Marie. Au niveau du modèle composite, le modèle composite exponentiel Pareto, est-ce que la moyenne du modèle composite exponentiel Pareto doit être égale à la moyenne des observations historiques, c'est-à-dire moyenne avant de trouver le meilleur modèle d'ajustement? Est-ce que la moyenne du modèle composite doit être égale à la moyenne des observations historiques? C'est-à-dire que ça va normalement correspondre. Hein, si on prend les observations et qu'on calibre un modèle exponentiel Pareto dessus, on va avoir une moyenne qui va correspondre, sous réserve que, quand même, la loi de Pareto n'est pas un paramètre. Il y a le paramètre de la loi de Pareto, en fait, indique la lourdeur de la queue de la distribution. C'est le paramètre alpha, qu'on appelle aussi indice de queue. S'il est inférieur à 1, on n'a pas de moyenne. Donc, ça veut dire que, théoriquement, dans le modèle, la moyenne, c'est l'infini. On peut toujours calculer une moyenne empirique sur les données, mais il est très probable que si les observations proviennent d'une loi exponentielle Pareto avec un paramètre de la loi de Pareto inférieur à 1, on ait des résultats tout à fait bizarres, en fait. Hein, si on répète le truc, des moyennes empiriques qui vont être très volatiles. Ça peut être un souci, mais normalement, si il existe bien une moyenne dans le modèle, cette moyenne va être très proche des données historiques. Mais l'estimateur qui va être envoyé par la loi a posteriori n'est pas basé que sur la moyenne empirique. Il existe donc par exemple, si vous prenez juste un modèle exponentiel, vous estimez le paramètre par le maximum de vraisemblance, ça correspond à la moyenne. Clairement. Les deux moyennes vont coïncider. Pour obtenir exactement des matchs entre moyenne et variance, on va utiliser des méthodes d'estimation qui vont être basées sur les moments. La méthode des moments, c'est ça, typiquement. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, encore Marie, pour déterminer les paramètres de la loi composite, par exemple la loi exponentielle dans le cas d'observation où il y a beaucoup de zéros dans l'historique et seulement certaines valeurs extrêmes, comment choisir la moyenne de la loi exponentielle? On enlève les outliers sur l'observé et on calcule la moyenne observée, y inclut les zéros sans les outliers et la moyenne de la loi de Pareto serait la moyenne des outliers. Donc là, j'imagine qu'on parle de montants de sinistre, et que les montants de sinistre égaux à 0. Je pense que de toute façon, si on veut fitter une loi exponentielle, ça ne va pas forcément nous intéresser. On va fitter un modèle qui serait plutôt une espèce de produit
entre une loi de Bernoulli et une loi exponentielle, on va estimer le paramètre de la loi de Bernoulli en se disant la probabilité d'obtenir un zéro, c'est tant, en regardant le nombre de zéros dans nos observations. Ensuite, on va estimer le paramètre de la loi exponentielle en regardant seulement les observations qui sont supérieures à zéro, donc par exemple en prenant la moyenne. Maintenant, je pense que là, dans cette situation et dans la question, si je comprends bien, on a d'abord le choix d'un seuil, donc le choix de gamma. Donc, on va avoir une approche plus classique en disant, OK, je choisis mon seuil de valeurs extrêmes. Tout ce qui va être au-dessus du seuil, je vais l'utiliser pour fitter la queue de la distribution avec une loi de Pareto. Tout ce qui va être en dessous du seuil, je vais fitter la loi exponentielle. Dans ce qui est en dessous du seuil, j'ai des zéros et j'ai des données strictement positives. Les zéros, je vais l'utiliser pour calculer une espèce de proportion, de probabilité d'obtenir un zéro. Et les positifs, je vais prendre la moyenne et ça va me donner mon paramètre de loi exponentielle. Je pense que c'est comme ça que je ferai le truc. Ici, on aurait des estimations ponctuelles. Et donc, moi, dans ce que je propose, c'est de faire l'estimation de tout en même temps et d'avoir des paramètres pour la loi de Pareto, le seuil, la loi exponentielle, tout en même temps. Bien sûr, il faudrait enlever les zéros, puisque, en fait, on prendrait une loi de Bernoulli fois fois une variable aléatoire qui suit une loi composite. Et on referait un peu le même système. C'est-à-dire qu'on ne prendrait que les observations positives pour fitter le modèle composite et les zéros, on les utiliserait pour calibrer la probabilité de la loi de Bernoulli. Je pense que c'est comme ça qu'on ferait. Voilà, donc je vois pas d'autres questions, à part les questions de Marie. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions plus précises ou que ça fait écho à des problèmes que vous rencontrez en pratique. Ou j'ai vraiment pas, je serais vraiment très heureux d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des mails. Il n'y a aucun souci. Alors, j'ai une question de Sébastien. Vaut-il mieux agréger tous les modèles comparés par BMA ou choisir le ou les meilleurs modèles avec un cut-off sur la vraisemblance a posteriori? Quels sont les pour et les contre? Vaut-il mieux agréger tous les modèles comparés par BMA ou choisir le ou les meilleurs modèles avec un cut-off sur la vraisemblance a posteriori? Quels sont les pour et les contre? Du coup, c'est un peu ça c'est un peu une question qui est laissée à la discrétion du modélisateur. C'est-à-dire que si je choisis un modèle, j'ai toujours le risque de me tromper, de prendre le mauvais modèle et potentiellement de ne pas prendre en compte ce que me disent les autres modèles. Donc, le Bayesian Model Averaging, ça me permet comme ça d'agréger toutes les informations. Mais ce qu'on a vu dans l'étude de simulation, quand même, c'est qu'en choisissant le meilleur modèle suivant la loi suivant la probabilité a posteriori de chaque modèle, ça donnait quand même des bons résultats dans l'étude de simulation, c'est ce qui a été observé. Et que finalement, on pouvait être un peu agnostique entre agréger tous les modèles ou choisir un modèle. Si pour des raisons pratiques, vous avez besoin de conserver qu'un seul modèle et vous ne voulez pas fitter tous les modèles, c'est vrai que ça pourrait avoir des incidences pratiques si vous devez refaire un calcul de solvabilité à intervalle de temps régulier et qu'à chaque intervalle de temps, vous êtes obligé de fitter tous les modèles composites possibles. Et faire du Bayesian Model Averaging, c'est peut-être un peu compliqué. Alors que si vous avez déjà choisi votre modèle, vous avez juste à lancer la calibration de un modèle, vous allez gagner du temps. Donc ça, c'est aussi une question peut-être de temps de calcul, de pratique. Je ne sais pas. En tout cas, les deux méthodes sont bonnes. Moi, j'aime bien la méthode Bayesian Model Averaging parce qu'on ne choisit pas juste un modèle. Voilà. Donc, je vais continuer avec les questions. Augustin, la qualité de l'ajustement ne dépend-il pas du point de jonction seuil dans le cas du modèle composite? Si oui, comment optimiser le choix du seuil? Oui, c'est très vrai. Donc, quand on fait de l'estimation du seuil simultané, on va regarder en fait la valeur du seuil a posteriori, c'est-à-dire qu'on va lancer l'algo. Il va nous sortir un modèle composite qui, en termes d'ajustement, est censé être le meilleur. Et on va regarder la valeur du seuil qui a été estimée. Donc ça, c'est une façon de choisir le seuil, en sachant qu'on peut aussi choisir le seuil avant et trouver les deux meilleurs modèles qui vont correspondre à cette valeur de seuil. On utilise une technique de sélection du seuil
issus de la théorie des valeurs extrêmes. Et ensuite, on va piocher dans les modèles pour le ventre et la queue de la distribution. Et on va prendre la combinaison qui va permettre de maximiser l'adéquation en termes de vraisemblance. Ce serait ça la façon de faire. Les deux méthodes se valent. Ma foi, on peut même comparer les deux. C'est-à-dire, le package permet ça. Typiquement, le package Python, il permet de choisir le seuil avant, si on veut, ou il permet de l'estimer simultanément. Donc, on peut faire les deux. On peut prendre une technique de sélection du seuil, fitter tous les modèles composites possibles et faire la même chose sans sélectionner de seuil, laisser tourner l'algo et regarder, comparer l'ajustement de tous ces modèles et voir quel est le meilleur ajustement. Il faut savoir quand même que les valeurs de seuil données par l'estimation simultanée, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'elles étaient plus petites que celles données par la théorie des valeurs extrêmes. Et ça, d'un point de vue pratique, typiquement, on ne veut pas que l'ensemble des observations soit extrême. D'un point de vue pratique, ça n'a pas trop de sens. D'un point de vue actuariel, on veut que le seuil de valeurs extrêmes il discrimine et qu'il laisse au-dessus du seuil assez peu d'observations. Et c'est ce qu'on peut le voir ici sur le choix du seuil à l'application sur les données réelles, donc sur les données d'assurance incendie danoise. Là. En fait, ce que vous choisissez comme ventre et queue de distribution, ça va avoir un gros impact sur la valeur du seuil. Ici, par exemple, vous voyez que si vous choisissez la distribution de beurre comme ventre de la distribution, les valeurs de seuil, elles sont très grandes. Elles sont très grandes, pourquoi? Parce que beurre, c'est une distribution de valeurs extrêmes très flexible avec 3 paramètres qui va ajuster déjà très, très bien les données. Et donc, l'algo, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, on va prendre une valeur de seuil très grande et on va tout modéliser avec la loi de Beurre. C'est ça, en fait, qu'il est en train de nous dire. Donc, effectivement, le choix du modèle composite quand on fait de l'estimation simultanée, ça va avoir un impact très fort sur la valeur du seuil. Il faut savoir que même en théorie des valeurs extrêmes, il existe plusieurs façons de sélectionner les seuils et les seuils sont différents les uns des autres. Il y a un bon package qui s'appelle le package T en R qui permet de regarder les valeurs de seuil avec différentes techniques issues de la théorie des valeurs extrêmes. Et vous constatez que si vous l'appliquez par exemple au jeu de données des assurances, au jeu de données perte incendie danoise, là, vous allez obtenir des valeurs de seuil très différentes les unes des autres. Et donc, c'est souvent un peu difficile de savoir quelle valeur de seuil on doit utiliser. Est-ce que ces méthodes sont fréquemment utilisées en assurance non-vie en lieu et place des méthodes plus classiques? Question de Jacqueline. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai pu lire des mémoires, c'est que clairement, la théorie des valeurs extrêmes, elle est utilisée pour sélectionner des seuils de valeurs extrêmes et distinguer les sinistres attritionnels des sinistres atypiques. Ensuite, l'utilisation qu'on en fait en pratique, elle peut être de différentes natures. J'ai vu, par exemple, un mémoire qui m'a beaucoup intéressé, qui était, OK, on va définir un seuil de valeurs extrêmes. On va du coup comprendre quels sont les sinistres atypiques et les sinistres modérés. Et on va faire du machine learning pour comprendre, à base de caractéristiques de sinistres, pourquoi ce sinistre il était extrême. Et du coup, ça va permettre de faire une technique de prévision pour savoir quels sont les sinistres qui vont être extrêmes. On sait bien que les sinistres, ils ne sont pas clôturés immédiatement. On a un développement de la sinistralité. En provisionnement, on va utiliser des triangles de régulation, etc. Ici, dans l'approche que j'utilise, on parle de montants de sinistres et de sinistres qui sont clôturés. On n'a pas des sinistres ouverts ici. Bien sûr, si on avait des sinistres ouverts, il faudrait prendre en compte le fait que les données soient censurées, etc. Non, ici, on utilise directement les sinistres fermés. On peut avoir utilisé des techniques de projection type technique de provisionnement pour projeter les sinistres jusqu'à la clôture, mais on s'intéresse plutôt ici aux sinistres clôturés. Et donc, je ne sais pas ce qu'on entend par méthode plus classique. Je suis moi-même pas vraiment un praticien. J'ai fait ma thèse chez AXA, mais plutôt en assurance vie. Donc, je ne connais pas exactement les pratiques dans l'assurance non-vie. Mais j'ai compris en lisant des mémoires qu'il y avait quand même ce problème de sélection de seuils de valeurs extrêmes, etc. Maintenant, le travail de mémoire, c'est pour moi une façon aussi de challenger les méthodes existantes. C'est-à-dire, on va essayer de proposer une solution un peu différente de ce qui a été proposé jusqu'à présent pour pouvoir comparer avec les méthodes précédentes. Ici, on va de la stat fréquentiste
à la stade bayésienne pour avoir une quantification de l'incertitude autour du paramètre, notamment autour du paramètre de seuil. Quand vous utilisez une technique de théorie des valeurs extrêmes, très souvent, on vous donne une valeur de seuil. Ici, avec l'estimation simultanée, j'ai une distribution autour de mon seuil. J'ai une espèce d'intervalle de confiance. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, voilà, pour moi, c'est le but des mémoires d'actuariat, c'est d'essayer de trouver des solutions à des problèmes pratiques en essayant d'aller chercher peut-être des solutions dans la littérature scientifique et de tester ces méthodes pour voir si elles ont un intérêt ou pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre que la méthode que j'ai présentée, etc., a un intérêt. J'espère, en tout cas. Mais voilà, j'aurais du mal à… Enfin, là, à répondre à la question, est-ce que c'est utilisé en assurance non-vie en lieu et place des méthodes plus classiques? Je ne saurais pas dire. Ça va dépendre sans doute des départements d'assurance non-vie dans les différentes compagnies d'assurance. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par mail. Donc, il y a le mail que j'avais mis, je crois, dans ma page titre. Je peux le mettre dans le chat aussi. Tout le monde. Hop. Voilà mon adresse mail si vous voulez m'envoyer des questions. Alors, j'ai encore d'autres questions. Bertrand, quand vous parlez de l'ajustement des seuils avec tous les modèles composites, cela est toujours pratique dans les graves avec la séparation avec les sinistres 4. Cela est toujours pratique dans les graves avec la séparation des sinistres 4. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question, Bertrand. Les sinistres 4, c'est sinistres catastrophes, j'imagine. Il y a les sinistres graves et les sinistres 4, ce n'est pas les mêmes, c'est ça? Je ne sais pas si Bertrand est encore en ligne, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Ah, là, Laurent, le nom du package, c'est le package T, comme le thé. Et dans la documentation, vous verrez qu'il y a énormément, qu'elle est très fournie et qu'il y a beaucoup de méthodes, d'outils graphiques. Enfin, c'est assez bien fait. Il y en a d'autres, des packages de théorie des valeurs extrêmes en R, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y en a un en Python? Je ne me souviens plus. Moi, en tout cas, j'ai utilisé le package R pour regarder un peu, comparer les valeurs de seuil que j'obtenais. Et voilà. Et le jeu de données d'assurance danoise, il est disponible aussi en ligne dans le cadre d'un package R. Alors, je ne sais plus lequel. Voilà. Et en tout cas, ces données d'assurance danoise, dès qu'il y a des papiers qui parlent de valeurs extrêmes en actuariat, on ressort toujours ce jeu de données pour tester les méthodes. C'est un grand classique. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie encore de votre attention. Je remercie encore l'Institut des actuaires pour me donner l'opportunité de présenter mes travaux. Et je serais ravi d'échanger avec certains d'entre vous si vous voulez m'envoyer des mails, etc. N'hésitez pas. Merci beaucoup.